Parfait. Donc, bonjour et bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendons la parole aujourd'hui M. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire, Mme Gisèle Tassé-Goodman de la FADOC, M. Pierre Lynch de la QDR, Mme Véronique Laflamme du FRAPRU, M. Cédric Dussault du Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec et M. Gabriel Pelletier de l'Association des juristes progressistes. Sans s'ouvrir une période de questions-réponses, merci de spécifier à qui s'adressent vos questions. Monsieur Nadeau-Dubois. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Québec solidaire est très fier d'être entouré d'organisations qui représentent les aînés du Québec. Plus d'un demi-million d'aînés au Québec sont représentés par les organisations qui sont avec nous aujourd'hui. On est content également d'être ici avec des organisations qui représentent des dizaines de milliers de locataires au Québec. On salue également la présence de l'Association des juristes progressistes. Et tous ces gens-là sont venus porter avec nous un message très simple. Au milieu de la pire crise du logement en 40 ans, on n'a pas le droit de laisser tomber la génération qui a construit le Québec. Les partis politiques ont la responsabilité de mettre de côté leurs différences pour travailler ensemble, comme on le fait en 2016, pour protéger les hommes et les femmes qui ont construit le Québec, qui aujourd'hui veulent vieillir dans la dignité et la sécurité et qui ont peur, en pleine crise du logement, d'être évincés. Notre main est tendue vers François Legault, vers sa ministre de l'Habitation. On salue l'appui que nous avons déjà du Parti libéral du Québec, du Parti québécois. Il ne manque plus que le gouvernement de la CAQ pour qu'ensemble, on fasse un pas vers une meilleure protection des locataires aînés au Québec. On est capable d'y arriver, puis les aînés du Québec, ils méritent ça. Merci. Alors, bonjour. En 2016, les partis politiques adverses avaient décidé de collaborer pour améliorer la protection des locataires aînés. À l'époque, le réseau FADOC avait appuyé le projet de loi 492 et les efforts transpartisans qui avaient été déployés pour le faire cheminer. À la suite de son adoption, certaines personnes aînées à bas revenus pouvaient profiter d'une protection accrue face aux évictions. Il importe maintenant de rendre accessibles les dispositions de l'article 1959.1 du Code civil du Québec afin à un plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, lors de notre audition en commission parlementaire sur le projet de loi 31, nous avions abordé cette nécessité. Plusieurs débats à ce sujet ont eu lieu pendant l'étude détaillée de cette pièce législative. Malheureusement, l'article 1959.1 du Code civil du Québec est resté inchangé dans la foulée de l'adoption du projet de loi 31. Il s'agit pour nous d'une occasion manquée. La crise du logement bat son plein. Les aînés, qui sont de plus en plus nombreux, en font les frais, comme plusieurs autres tranches de la population. Il nous apparaît essentiel que les locataires aînés puissent profiter de cette disposition législative avant l'âge de 70 ans. Le nombre d'années minimales à occuper un logement est également très limitatif. Finalement, le niveau de revenus pour se prévaloir des dispositions de la loi est beaucoup trop faible. C'est pourquoi nous appuyons les démarches afin d'améliorer les dispositions de l'article 1959.1 du Code civil du Québec et toute avancée à l'un ou l'autre de ces critères d'admissibilité sera très positif. Merci. Monsieur Lynch. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Alors, merci tout d'abord aux députés Andrés Fontecilla et Christine Labrie pour l'invitation aujourd'hui, mais surtout pour l'initiative importante dont il est question pour les aînés. Les aînés du Québec vivent actuellement une triple crise, en santé, pour le revenu, mais aussi pour le logement. Les aînés les plus vulnérables sont durement frappés par la crise du logement actuelle, puis il faut agir. La question du logement pour les aînés ne se limite pas seulement au CHSLD puis au RPA, c'est surtout une question de logement privé. Alors, c'est d'actions comme celle d'aujourd'hui dont nous avons besoin
C'est une action, nous l'espérons, qui saura transcender la partisanerie, les différents ministères du gouvernement, les différents centres de juridiction, et nous espérons là, permettre de protéger concrètement les aînés du Québec en matière de logement. Alors, nous appuyons donc cette initiative et je remercie les parlementaires ainsi que les partis et les associations partenaires qui appuient et appuieront cet important projet de loi. Merci. Madame Laflamme, du Frapperet. Bonjour. Les locataires aînés sont parmi les plus pauvres du Québec. Les locataires aînés ont un revenu médian de 34 000 soit 14 000 de moins que l'ensemble des locataires, ce qui rend la situation particulièrement dramatique lorsqu'ils sont évincés et qu'ils doivent se payer un des rares logements disponibles. Ils n'y arrivent tout simplement pas. L'insuffisance de notre filet social, le manque de logements sociaux, autant sous forme de HLM, de RPA sans but lucratif, d'organismes sans but lucratif pour aînés, de coopératives d'habitation dont les coopératives de solidarité pour aînés, rend encore plus dramatique ces situations lorsque les locataires sont évincés. Ils se ramassent, dans certains cas, carrément à la rue. C'est inadmissible dans une société riche comme la nôtre et ça renforce l'obligation que nous avons comme société de les protéger en amont contre ces évictions qui les mènent vers le mal-logement et vers l'itinérance de plus en plus. Monsieur Dussault. C'est indéniable qu'à l'heure actuelle, au Québec, on vit une véritable épidémie d'éviction. Les comités logements associations de locataires du Québec ont constaté dans la dernière année seulement une augmentation de 132 du nombre de cas d'éviction de tout genre qui leur ont été signalés. Évidemment, dans ce contexte-là, les locataires aînés sont parmi les populations les plus touchées et les plus vulnérables. C'est ce qu'on constate tous les jours sur le terrain. Dans de nombreux cas, l'éviction de logement mène directement à l'itinérance. D'ailleurs, l'éviction d'un logement est maintenant la principale cause qui mène directement à l'itinérance. Derrière ces chiffres-là que je viens de vous dire, il y a une quantité incroyable de drames humains que nous constatons chaque jour au sein des comités logements et associations de locataires. Comme société, c'est des drames qui sont inacceptables et qui sont tout à fait évitables. Un gouvernement n'a pas le droit de rester les bras croisés devant la détresse et la précarité qui se creuse de jour en jour et qui va continuer de s'aggraver, qui va continuer de se creuser si on ne fait rien. Au-delà des revendications de notre regroupement qui sont plus larges concernant les évictions, nous appuyons toute mesure qui va donner un outil supplémentaire aux locataires pour pouvoir se protéger des évictions. Il n'y a aucune raison valable de ne pas élargir la protection aux locataires aînés dans le contexte actuel. Donc, l'élargissement de la protection des locataires aînés contre les évictions ne coûte absolument rien à l'État. C'est le strict minimum de la décence humaine d'élargir 1959 points. Merci. On va terminer avec M. Pelletier. Bonjour, merci. Chaque jour, des membres de notre association qui pratiquent en droit du logement reçoivent dans leur bureau des presque protégés. Des locataires qui, pour une raison ou une autre, ne répondent pas à l'un des 3 critères de 1959.1. Ça peut être des aînés qui habitent dans leur milieu de vie depuis 20 ans, mais qui ont pour seule faute d'être âgés de 69 ans. Ça peut être des aînés de 69 ans, mais qui, à cause d'un léger revenu de pension, dépassent légèrement le seuil d'admissibilité à un logement social. Ces presque protégés-là, c'est des tragédies humaines. C'est des tragédies pour le Québec. Un aîné qui se fait déraciner de son milieu, c'est une tragédie collective. Ce projet de loi-là, nous, on le salue à l'Association des juristes progressistes. On considère qu'il est mesuré, qu'il est juste, qu'il répond à une problématique. C'est la suite de cette protection-là à 1959.1 qui est en elle-même l'expression d'un consensus, c'est l'expression d'un travail de collaboration unique, quasi unique dans l'histoire parlementaire du Québec, où un projet de loi de député a réussi à cheminer jusqu'à devenir un article du Code civil. La CAQ qui était présente au moment de ce consensus, de ce travail-là collaboratif, il y a bientôt presque 10 ans, on espère qu'ils vont être là encore une fois. S'il y a bien une cause qui en vaut la peine, c'est celle-là. Alors, on remercie
les députés Québec solidaire, du Parti québécois, du Parti libéral, qui se sont déjà commis là-dessus. Et on attend maintenant ceux de la Coalition Avenir Québec. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Merci de nommer à qui votre question s'adresse, s'il vous plaît. Merci. À n'importe qui. Bonjour, Isabelle Porteur du Devoir. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez estimé combien de personnes pourraient bénéficier du changement si on adopte les 3 d'entre eux? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, puis vous vous sentirez bien libre de compléter, là, il y a des centaines de milliers d'aînés locataires au Québec. Donc, ça va toucher un bon nombre de gens, et c'est l'objectif. L'objectif, c'est de protéger les aînés vulnérables. Ceci étant dit, c'est pas non plus du mur à mur. Hein, il y a quand même des critères qui vont demeurer relativement restrictifs. Le critère de l'âge, 65 ans, le critère de la durée de temps depuis laquelle on est dans le logement, qui deviendrait 5 ans. Mais il y a le niveau de revenu aussi qui va rester quand même relativement bas. Là, on parle d'1,5 fois le revenu qui nous rend admissible à un HLM au Québec. Donc, ça reste un projet de loi qui est ciblé et qui cible les personnes qui sont les plus à risque en ce moment en pleine crise du logement. Parce que quand vous avez cet âge-là, bien, il y a fort à parier que vous êtes dans votre logement depuis un moment et que donc votre loyer est resté abordable. Quand un spéculateur achète votre bloc et qui veut faire le plus d'argent possible, la tentation est forte de vous évincer. C'est ce qu'on voit dans nos bureaux de circonscription, c'est ce que les avocats en droit du logement voient, c'est ce que les associations de locataires voient, c'est ce que les associations d'aînés voient. Dans la crise du logement, un des maillons les plus faibles, c'est les aînés, parce que ça devient, malheureusement, des proies faciles pour des spéculateurs qui veulent faire beaucoup d'argent le plus vite possible. Juste un chiffre. Bien, un chiffre, là, selon les dernières données donc, du recensement de 2021, la situation a évolué depuis, mais au Québec, ce sont 32 des locataires aînés qui paient plus de la norme de 30 de leur revenu pour se loger, et ce sont environ 66 000 locataires. Donc, pour le revenu médian, il faut voir selon les régions, parce que l'accès au fameux seuil de revenu déterminant les besoins impérieux change d'une région à l'autre. Alors, il faut faire attention, mais on pourrait regarder région par région, mais ça nous donne un aperçu quand même. J'aurais une question pour vous, M. Nadeau-Dubois. M. Saint-Pierre Plamondon a laissé entendre que vous aviez choisi le mauvais cheval de bataille pour défendre la cause des locataires, que cet exercice-là, c'était un exercice médiatique qui n'allait pas avoir d'impact concret pour les locataires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je suis content qu'on ait l'appui du Parti québécois dans le débat sur le projet de loi qui va élargir la loi Françoise David. Le Parti québécois était au rendez-vous en 2016. Ils sont encore au rendez-vous. Pour ce qui est des commentaires de M. Plamondon, je ne les ai pas entendus. L'important, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir compter sur leur appui aujourd'hui s'il y a un vote sur le projet de loi. Puis pour moi, là, c'est tout ce qui compte. Parce que l'objectif, c'est pas de se chicaner entre partis, là. L'objectif, c'est d'aider les aînés du Québec. Moi, je veux pas que ça arrive à mes parents. Je veux pas que ça arrive à mes grands-parents. Puis je suis convaincu que les 125 députés de l'Assemblée nationale veulent pas que ça arrive à leurs proches. Je demeure convaincu qu'on est capable de s'entendre. Puis aujourd'hui, c'est ça l'important. Parfait. Madame Paquette-Court. Je voudrais peut-être quelque chose, moi, là-dessus. Juste que les batailles qu'on fait politiquement, là, on les sort pas de notre chapeau, hein. Vous voyez tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, qui partage cette préoccupation-là, puis qui appuie les modifications législatives qu'on propose. C'est des gens qui ont fait des constats sur le terrain, que beaucoup de gens étaient concernés par la faible protection des locataires aînés contre les évictions. Nous, comme élus, on fait aussi ce constat-là. Quand j'ai rassemblé des centaines d'aînés pour discuter avec eux de leurs droits comme locataires là, dans les derniers mois, bien, ils m'en ont aussi parlé de ça, des évictions, de l'intimidation qu'ils vivent par rapport aux évictions là, de la part de leurs propriétaires. Donc, c'est ça qui guide nos actions politiques aussi. On le sait que les gens vivent cette situation-là. On n'a pas inventé cette proposition législative-là de nulle part. On essaie de répondre aux besoins qui sont exprimés par la population, aux besoins qui sont exprimés par les groupes qui travaillent sur le terrain auprès des gens les plus vulnérables. Concrètement, ça va éviter des drames humains. Évidemment, on pourrait avoir une protection qui est beaucoup plus large. Les revendications du RECLAC sont plus larges que ça pour protéger l'ensemble des locataires du Québec des évictions. Mais concrètement, là, on a énormément de gens qu'on reçoit, nous, dans les bureaux des comités logements, associations de locataires du Québec, qui, justement, parce qu'ils ont 68, 69 ans,
Pour des questions de revenus aussi, il y a des gens qui ont des revenus qui sont légèrement trop élevés pour pouvoir être protégés par l'article 1959.1. Donc, au contraire, concrètement, là, ça va permettre d'éviter des drames humains. Puis la chose sur laquelle j'aimerais insister aussi, là, c'est de comprendre que les personnes aînées, à l'heure actuelle, sont les personnes qui sont les plus ciblées par les tactiques d'éviction des spéculateurs, des investisseurs immobiliers. Pourquoi? Parce que très souvent, elles habitent depuis plus longtemps dans leur logement, elles paient des loyers qui sont plus élevés, donc elles sont des cibles faciles. C'est les premières personnes qu'on cherche à évincer. Puis pour d'autres raisons aussi, là, pour des questions de temps, de vulnérabilité et tout, c'est des personnes qui sont beaucoup plus faciles d'intimider aussi. Donc, concrètement, non, on va, en élargissant, là, il faut profiter de tous les outils qu'on peut avoir pour éviter concrètement là, des drames humains là, qui se produisent à chaque fois qu'il y a une éviction. Madame Patrick-Comeau. Écoutez, vous savez, nous sommes plusieurs organismes ici présents. On a tous la même demande. Au réseau FADOC, vous savez, on a 575 000 membres. On entend ça à tous les jours, des aînés qui ont des problèmes, qui se font évincer de leur logis. Et ce que l'on demande au gouvernement, ce que l'on demande à M. François Legault, à Mme Duranceau, à M. Carman, et à Mme Bélanger, c'est à tout le moins de prendre le temps d'étudier le projet de loi qui est déposé sur la table. Parce que ça a un impact incommensurable. Quand un aîné se fait évincer de son logis, alors qu'il reçoit le supplément de revenu garanti puis la prestation de sécurité de la vieillesse, bien, écoutez, ces personnes-là vivent sous le seuil de la pauvreté et se retrouver un logement, c'est très difficile parce que c'est souvent un coût beaucoup plus élevé. Non seulement cela, c'est se trouver un logement qui est difficile. Et déraciner les aînés, ceci a un impact terrible. Ces gens-là vivent de l'anxiété. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre le temps d'étudier le projet de loi qui est déposé sur la table. Alors, merci à M. Legault de prendre ce temps. Alors, ma question est pour peut-être vous, Madame la directrice de la FADOC. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je voulais juste rajouter quelque chose à la question, si vous me le permettez. OK? D'accord. À un moment donné, il faut juste mettre en perspective qu'il y a 39 % de nos aînés là, au Québec qui ne reçoivent que des prestations du gouvernement fédéral, donc le SV puis le CRG, là, comme revenu. Avec 39 % des aînés, actuellement, là, on représente quoi, 20 % de la population du Québec. D'ici 6 ans, c'est comme demain matin, ça va être 25. Il faut qu'on puisse avoir une autre vision du vieillissement ici au Québec. Il faut qu'à un moment donné, on mette en place des processus là, pour être capable de changer la donne un peu. Alors, c'est important, là, le projet de loi ou l'initiative qui est en place est une des premières initiatives, mais il faut que ça soit, moi je disais transpartisan tantôt, hein? Je disais aussi transministériel, parce que quand on parle de revenus, mais il faut qu'on parle au ministre des Revenus. Quand on parle de santé, il faut parler au ministre de la Santé, puis des fois, ça joue à gauche et à droite. Puis il faut que ça soit transjuridiction aussi, fédéral, provincial, municipal. L'aîné en bas, là, il attend les résultats. Alors, merci. Alors, donc, ma question, je reprends les arguments de Mme Duranceau, là, tantôt en chambre, en parlant du fait d'une réticence de certains propriétaires à vouloir louer à des gens qui seraient âgés proches de la date de 70 ans ou autres, qui pourraient finalement accentuer la crise pour ces aînés-là parce qu'on serait frileux à leur louer un logement. Je voudrais savoir, est-ce que ce phénomène-là, vous l'avez senti? Est-ce qu'il existe déjà avec l'âge de 70 ans? Est-ce qu'il y a déjà des aînés qui disent « j'arrive à 67 ans, puis on ne veut pas me louer de peur d'être pris avec moi ». Est-ce que ce phénomène-là existe? Oui, et vous savez, c'est de l'agisme. Il faut bannir l'agisme. Donc, il faut absolument ouvrir la porte et accueillir ces gens-là. Qu'ils aient 65 ans, qu'ils aient 70 ans, il ne faut pas fermer la porte. Ce qui veut donc dire que ces aînés-là, à la fin du mois, ont de la difficulté à payer leurs médicaments, à aller faire leur épicerie. Moi, j'en ai rencontré dans un centre d'achat, dans un supermarché, une dame qui avait son panier d'épicerie et qui lui manquait 12 $ pour payer le compte, sa facture d'épicerie. Alors, ça vient nous chercher, ça, nous, comme représentants d'organismes d'aînés. Alors, ce qu'on demande encore à nouveau au gouvernement, c'est de prendre le temps d'étudier ce projet de loi-là pour pouvoir venir aider à ces aînés-là qui
qui ne demandent qu'à avoir un logement convenable, mais qui sont capables de payer leur loyer à la fin du mois. Tu voulais ajouter quelque chose, Isabelle? Ben oui. J'aimerais juste ajouter que la discrimination dans l'accès au logement au Québec, c'est illégal. Et peut-être que si le projet de loi est adopté, ce sera une occasion de plus pour la ministre de le rappeler et même de faire une campagne d'information grand public pour rappeler que la discrimination dans l'accès au logement, c'est illégal. Et si on veut regarder les problèmes qui sont créés par les évictions de ménages locataires, on a parlé des nombreux cas de locataires qui sont mal protégés actuellement, mais on peut regarder aussi du côté des ménages locataires qui se retrouvent sans bail autour de la période des déménagements, dont de nombreux aînés qui ont été victimes d'éviction. Alors, on ne peut pas prendre finalement le problème seulement avec une lentille. Et donc, s'il y a plus de discrimination, bien, c'est une occasion pour le gouvernement de lutter contre cette discrimination dans l'accès au logement. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur les drames humains qui actuellement se vivent tous les jours dans les villes et dans les villages du Québec liés au manque de protection contre les évictions et en particulier au manque de protection pour les locataires aînés. Très brièvement, je rappellerai tout de même à ces propriétaires-là en question qu'il y a quelque chose au Québec qui s'appelle la Charte québécoise des droits de la personne. Puis cette charte-là empêche de discriminer en vertu de l'âge. Alors, bon, une chose l'une. De deux, ce que je rajouterais là-dessus, écoutez, je serais très surpris, honnêtement, que tant de propriétaires voudraient se fermer à un aussi gros marché de locataires à cause de ces prétendues peurs-là. Je pense que c'est un bluff, personnellement, et je pense que la ministre va avoir le sens politique de ne pas tomber dans ce piège-là. Question en français, une dernière. J'ai une autre question. J'aimerais juste ajouter un petit quelque chose là-dessus. C'est inacceptable qu'on ait une ministre de l'Habitation qui se montre complaisante envers des propriétaires qui disent vouloir faire de la discrimination. Puis d'autre part, on se rappellera de la déclaration de la ministre de l'Habitation qui a dit que les locataires qui veulent contrôler les loyers, qui investissent en immobilier, bien, je dirais les propriétaires qui ne veulent pas respecter les lois et les règlements qu'on a au Québec, mais qu'ils n'investissent pas en immobilier. Une question en français, puis après ça, on... Dernier point. Je veux juste t'assurer, là. Vous savez, on va tous devenir des aînés un jour, là. C'est notre tour présentement. Ça va être le tour des prochains la prochaine fois. C'est qu'à un certain moment donné, on doit avoir des solutions à court terme présentement pour adresser la crise que nos aînés vivent maintenant. Mais il faut aussi prévoir le futur puis s'assurer qu'à un moment donné, on met en place des mesures pérennes pour être en mesure de solutionner le problème à long terme. Sinon, on va rester dans le catch-22, on va rester dans le cercle vicieux. Merci. Une autre question, en fait, plutôt du côté des propriétaires. Là. Avec l'espérance de vie qui augmente, les gens vivent jusqu'à 88, je pense, pour les hommes, ou, bon, bref, j'ai peut-être pas le bon chiffre, mais si les gens ont 65 ans, ils vont vivre peut-être 30 ans à l'intérieur du logement, donc ça veut dire 30 ans où on peut pas évincer cette personne-là pour un propriétaire. Est-ce qu'en rajoutant un 5 ans, est-ce que c'est pour les propriétaires, là, est-ce qu'on bloque un peu le marché? Ce que ça illustre, ça illustre que, parce qu'on a un droit au maintien dans les lieux au Québec, puis on peut refuser une augmentation de loyer. Ce que ça illustre, ça, c'est qu'il y a des propriétaires qui veulent contourner le droit au maintien dans les lieux et qui veulent contourner les contrôles qui peuvent se faire au niveau des augmentations de loyer. Donc, ce que ça illustre, c'est qu'il y a un problème tant au niveau des évictions qu'au niveau aussi du respect des articles du Code civil qui encadrent les augmentations de loyer. Donc, encore une fois, c'est se montrer complaisant envers des propriétaires qui seraient des propriétaires délinquants. Peut-être ce que je dirais là-dessus, c'est que la question qu'il faut se poser, justement dans un contexte de vieillissement de la population, c'est qu'est-ce qu'on souhaite pour les aînés au Québec? Est-ce qu'on souhaite vraiment le faire, ce virage vers les soins à domicile? Quand on dit qu'on veut que les personnes aînées au Québec vieillissent à la maison, est-ce qu'on y croit vraiment? Si oui, il faut prendre des mesures pour qu'elles conservent leur domicile, pour qu'elles en aient un chez soi dans lequel, justement, vieillir et s'épanouir dans la dignité. Donc, le fait qu'il y ait un vieillissement de la population, c'est une raison de plus de renforcer les dispositions qui protègent les locataires aînés parce qu'on le sait qu'il faut le prendre collectivement, ce grand virage vers les soins à domicile. En voilà un moyen de s'assurer que les aînés au Québec puissent vieillir dans la dignité, dans leur chez-soi, aussi longtemps qu'ils et elles le voudront. Par ailleurs, moi, je refuse de croire que la majorité des propriétaires au Québec
c'est des gens malveillants qui veulent surtout pas accueillir d'aînés. Puis je dis pas que c'est ça que vous dites, mais de manière générale, moi, je refuse de croire ça. Je pense que la grande majorité des propriétaires au Québec sont prêts à ouvrir leurs portes à des locataires aînés. C'est ce que je crois profondément. Le problème, c'est qu'il y a une minorité de spéculateurs mal intentionnés qui, eux, voient dans les aînés un obstacle à un rendement rapide. Quand tu achètes un bloc et que tu veux réemprunter le plus vite possible pour acheter un deuxième bloc parce que tu comptes ton nombre de portes à chaque mois pour faire le plus d'argent possible, bien, un aîné qui occupe un logement, c'est un obstacle à ton activité spéculative. Et ça n'a pas sa place au Québec, puis tant mieux, c'est une modernisation de la loi Françoise David. Ça met les freins sur des pratiques spéculatives dont les aînés sont victimes. En anglais, Madame Franca? Merci. Good afternoon. My question's for Mr. Lynch or Madame Tassé-Goodman. I'm not sure who wants to take it, but referring to Madame Duranceau's argument earlier today against Bill 198, she said that back in 2016, when the original law was adopted, that it caused unintentional discrimination against seniors because owners did not want to rent to them. Is this something that you agree with? Do you think that it did unintentionally lead to discrimination? Do you see that at all? No, I don't think so. I think that, it's 8 years ago. The situation has evolved. And at one point the situation as far as the number of seniors that are presently in place is much greater than it was in 2016. So at one point, I don't agree with what she's saying. All right? Can you explain why? Do you agree that there are seniors discriminated against? Well, seniors are discriminated against because of their age. It's everything that ends in ism is something that we need to combat and put aside. But at one point, there's always going to be some kind of prejudice at one point or another. But yes, they are. There's people that cannot get any housing or any apartment because of their age. It's been like that for a while. It's going to continue, but we're trying to do everything that's possible so that it doesn't happen again. And you don't think it's because of the law? I don't think so. Okay. Just to say that there's a big problem with Mme Duranceau's argument because she's basically saying we should not protect vulnerable people because they are being discriminated. No, we have to protect them because they are discriminated. And we have to fight the people that discriminate, not renounce to our responsibility as a society to protect them. It's a very weird argument, I find. En français, je trouve... Ouais, c'est ça, il faut que je refasse la même chose. Je trouve l'argument de Mme Duranceau renversant, là. Parce que, grosso modo, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il ne faut pas protéger des gens vulnérables parce qu'ils sont discriminés. Mais je veux dire, non, c'est justement parce qu'ils sont discriminés qu'il faut mieux les protéger. Et le problème, c'est les personnes qui les discriminent, pas le fait comme société qu'on souhaite les protéger. Il ne faut pas renoncer à notre volonté collective de les protéger parce qu'ils sont discriminés. Il faut les protéger parce qu'ils sont discriminés. C'est un argument qui est complètement circulaire. The current law presumably has helped a lot over the years. Is it outdated, though, with the current times that we're living in? Sorry? Is the current law just outdated with what we're living in right The now? bill that was adopted in 2016 was a big step forward, and if people are here, it's because they recognize it. But since then, the housing crisis has worsened. Discrimination against against senior tenants has worsened. The eviction rate has skyrocketed in Quebec in the last 3 or 4 years. So if the problem is bigger, the solution needs to be bigger. That's why we need to modernize the law to make sure it fits with the new reality of the housing crisis. I'd be curious to know what some of the housing advocates here think about what Ottawa was proposing yesterday, the Bill of Rights and whatnot. It seems to have surprised a lot of people. I'm wondering how you guys took that. I just stated before,
there has to be motions that are trans-partisan, trans-ministerial, and trans-jurisdiction. It's not a question of who's going to take the lead or who's going to do something. It's a question that the seniors that are waiting downstairs are not getting any action. So we need to go forward and look at a new way of looking at, people that are getting old. The demographics have changed. The situation has also changed. We have a lot of immigration coming in. So we need to change the perspective. So wherever it's going, we need to do that. It's a society issue. It's not a Parti québécois or Québec solidaire issue. It's an issue that we all need to make an input and put an action in motion. All right? Thank you. Je serais intéressant d'entendre les autres groupes sur cette question-là, notamment sur le fonds de défense des locataires dont théoriquement vous pourriez bénéficier. Ça, je vais laisser ma collègue Véronique sur le fonds de défense des locataires. Je vais aller un petit peu plus sur les protections législatives, la charte par exemple et tout ça. On était un peu surpris, honnêtement, parce que nous, c'est une revendication qu'on a au provincial depuis des décennies, en fait, d'avoir un contrôle des loyers, d'avoir un registre des loyers. Ce que ça montre, par contre, c'est que, justement, le gouvernement du Québec n'a pas agi sur cette question-là. On a besoin d'un registre des loyers au Québec. Que ça soit de compétence provinciale ou de compétence fédérale, ça a très, très peu. Pour les locataires, ça ne change absolument rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment un registre des loyers. Donc, après qu'il y ait des chicanes Ottawa, Québec, pour les locataires, ça a très peu d'impact concrètement dans leur vie. Là. Maintenant, j'inviterais justement les élus provinciaux et les élus fédéraux à éviter de se lancer dans une chicane de compétences puis d'agir vraiment de concert pour mieux protéger les locataires au Québec. A little bit, yeah. Yeah, it's a little bit surprising to see that coming from the federal government because as an organization, the RECLAC is asking for better rent control and a rent registry for decades now, and that shows that the provincial government hasn't acted upon this, and it shows the needs to act upon this. Now. Whether it's the federal or provincial government that puts in place a rent registry, it doesn't matter for tenants. What matters is we must control the rents in Quebec. And maybe something I didn't say in French, but we have some laws in Quebec that should protect the rents, that should control the rents. This is on paper. On practice, when we look at the situation elsewhere, if you just look, for example, Calgary, the rent have raised 14% last year. We have a lot of cities in Quebec where the raise has been greater than that, way greater than that. So it's one thing to have protection on paper, but we must make sure that those protections are really effective and are working. Peut-être une dernière question. Après ça, les gens pourront faire des entrevues individuelles. Veux-tu que je te réponds après sur le sur le fonds de 15 millions, en fait, d'abord, plus généralement, c'est bien que Québec défende ses compétences en matière de logement. On espérait que Québec exerce ses compétences en matière de logement. Le droit au logement, c'est un droit fondamental que Québec et Ottawa se sont engagés à mettre en œuvre progressivement en adhérant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ottawa l'a inclus dans sa loi de mise en œuvre de la stratégie fédérale sur le logement. On pense qu'il est temps que Québec fasse une reconnaissance formelle également de ce droit-là. Ça permettrait d'avoir une orientation plus claire dans nos interventions législatives comme celle dont on discute aujourd'hui en matière de sécurité d'occupation. Pour revenir sur le fonds de 15 millions, pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a énormément d'argent
actuellement d'Ottawa qui est dilapidé dans toutes sortes d'initiatives. À travers le Canada, c'est très dur pour les locataires de s'organiser, d'avoir de l'aide pour défendre leurs droits. Donc, il y a un petit peu d'argent qui aboutisse pour de l'aide aux locataires qui, finalement, pour défendre leurs droits. Pour nous, ça, c'est une bonne chose. Et au Québec, vous le savez probablement, les comités logements, qui sont des organismes communautaires, sont submergés. Il y a des régions où il n'y en a pas, où des gens essaient de mettre sur pied des nouveaux groupes pour aider les locataires à défendre leurs droits. Alors, on espère que ces sommes-là pourront atterrir au Québec vers ces groupes-là. Et ce qu'on comprend de l'intention d'hier du fédéral, c'est que ce serait de financer les organismes de défense des droits des locataires et plus largement de défense du droit au logement. Monsieur Autier. How would adopting 198 concretely help seniors? Well, concretely is that, first of all, at the age, everybody gets fixed income starting at 65. So bringing it down to 65 would really help. The second point is making sure that the people that have lived in these quarters for at least 5 years, well, at least they'd be respected. 5 years, at one point, the impact of moving people from one place to another when you get to a certain age has very important impacts on psychological impacts and physical impacts. So we need to prevent these things. So I think reorienting or reshuffling the law a little bit, putting it to a 2024 aspect would really help most of our seniors. And like I said before, there's a lot of them. We're talking about more than 639,000 people that are living with $21,379 a year. I don't know if you can make it with that amount, but I can't. All right? Parfait. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Tu prends une photo, Camilo?